Un tout petit mot, du coup, moi je suis Florian Martinez, j'anime le centre Émilie Mottet, un centre de ressources régional pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis on avait suggéré cette conférence avec Patrick Jean sur la question des hommes et de l'égalité. Il y a cette conférence, il y a la conférence toujours dans le cadre du MIP de Pauline Ferrari qui a lieu jeudi prochain sur les masculinismes, et puis un atelier qui a lieu le 17 novembre exceptionnellement en non-mixité choisie sur les hommes et la posture d'allié que j'animerai. Voilà, et je suis passé assez vite, mais le centre Émilie Mottet, c'est un centre de ressources pour l'égalité qui est numérique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus si vous en avez la possibilité. Un mot sur la conférence de Patrick Jean. Donc, on a souhaité que tu interviennes. Voilà, tu es auteur, réalisateur aussi, tu as beaucoup travaillé sur la question de l'égalité. Je pense comme ça rapidement à la domination masculine, à ton dernier livre sur la loi des pairs, sur la question de la pédocriminalité aussi. Et là, ce qui nous intéressait, c'est ton regard sur la question des hommes et de l'égalité. Voilà, avec beaucoup de questions qui se posent. Donc, je te laisse euh, faire ta conférence. Je vais prendre des questions n'hésitez pas à réagir dans le chat, je prendrai les questions. Et puis, si on a le temps, on vous permettra aussi de poser vos questions, micro et caméra ouvertes. Patrick, je te laisse la main. Eh bien, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, et ça fait un petit moment qu'on ne m'a pas demandé spécifiquement cette conférence-là que j'ai faite il y a pas mal d'années, parce que j'ai fait un livre qui s'appelle Les hommes veulent-ils l'égalité? Et c'est marrant parce qu'en réfléchissant à ce que j'allais dire aujourd'hui, je me suis dit que finalement, en une dizaine d'années, ben, j'avais évolué, enfin la situation avait évolué, d'une part, et puis que moi-même, sans doute, j'avais évolué et que je ne dirais plus exactement la même chose aujourd'hui. Alors ça reste évidemment une question extrêmement complexe. Et en fait, telle quelle, c'est le titre de mon livre, hein, Les hommes veulent-ils l'égalité. Finalement, cette question, elle est mal posée. Parce que ça ne se pose pas comme ça. On ne se dit pas est-ce qu'on veut ou on ne veut pas l'égalité. Alors évidemment, il y a quelques hommes, on va y revenir, qui vont vouloir vraiment l'égalité, et puis des hommes qui voudront surtout ne pas aller vers l'égalité. Mais grosso modo, dans nos sociétés en tout cas, ça se joue de manière beaucoup plus complexe. Alors, je vous ai préparé quelques petites images qui vont me permettre d'avancer avec vous dans ce raisonnement. Alors, oui, alors j'avais fait ça pour me présenter, mais c'est déjà fait. Alors d'abord, je vais vous demander de regarder ces deux listes de mots. Donc j'ai fait deux paquets de concepts et je vais vous demander de réfléchir si vous vous sentez plus proche du paquet numéro un ou du paquet numéro 2, personnellement. Donc le premier, c'est le courage, l'autorité, l'activité, la tradition, la force physique, l'endurance, le sacrifice, l'autonomie, la compétition, la protection, l'honneur, la rationalité, le sang-froid, la discipline, le pragmatisme, la responsabilité, devoir, protection, loyauté, stoïcisme, fierté, possession, nationalisme, idéal, héritage, vigueur. Ça, c'est le premier paquet. Et le deuxième, bienveillance, empathie, patience, compassion, pudeur, discrétion, humilité, obéissance, simplicité, dévouement, fidélité, abnégation, hospitalité, intuition, coopération, solidarité, sécurité psychologique, consensus, flexibilité, réciprocité, patience, interdépendance. Voilà. Et puis, vous pouvez même vous situer sur une échelle qui n'est pas tout un ou tout 2, mais qui va de 1 à 2 en passant par quelques échelons. Voilà, ben, j'imagine que ça doit vous sauter aux yeux parce qu'en général, c'est assez intuitif. Alors, d'abord, je pense qu'il faut essayer de réfléchir systémiquement. Comment ça fonctionne, d'où ça vient et dans quoi on interagit en fait quand on pose cette question. Alors là, je me fonde sur un modèle qui me semble assez robuste, qui me vient de Françoise Héritier, et pas que, et d'autres anthropologues, qui considèrent qu'en fait, nos ancêtres, il y a de ça très très longtemps, donc au niveau des premiers sapiens, quand ils ont eu des compétences cognitives pour questionner le monde, pour se questionner sur le fonctionnement du monde, ben, ils ont observé beaucoup de choses qui étaient binaires. Et donc, bah, cette binarité, évidemment, par exemple, dans la symétrie verticale du corps de tous les mammifères, la succession du jour et de la nuit, les deux sexes, évidemment, dans le groupe d'individus dans lequel ils vivent. Et ça leur a donné ce qui est sans doute aujourd'hui encore un héritage pour nous, puisqu'on voit que ça fonctionne bien en français, mais j'ai testé ça dans une trentaine de langues.
chaque fois que je fais des conférences, je pose la question et des gens qui parlent des langues, le russe, le chinois, l'arabe, l'hébreu, etc., ça fonctionne dans tout. Il n'y a jamais personne qui m'a dit dans ma langue ça ne fonctionne pas. Grosso modo, les concepts, les adjectifs, les qualificatifs qui nous permettent de qualifier le monde, ils sont toujours binaires. Donc notre manière de qualifier le monde, elle reste binaire. Euh, le mouillé, le sec, le dehors, le dedans, l'ouvert, fermé, dessus, dessous, profane, sacré, sec, humide. Vous pouvez aller dans tous les sens, vous allez voir, c'est toujours des couples de mots qui sont binaires. Et ce qui est observé, c'est un universel, c'est que ces concepts se répartissent en deux groupes. Il y en a un qui est considéré comme meilleur que l'autre. Alors, ce n'est pas exactement la même répartition dans toutes les cultures du monde. Ça correspond à chez nous, intuitivement. Si on dit c'est mieux sec que mouillé, ben, on va dire oui. Ben, en même temps, ça dépend de quoi, ça dépend de quoi on parle. Mais en soi, abstraitement, c'est mieux sec que mouillé, c'est mieux dessus que dessous, c'est mieux chaud que froid. Et ça fonctionne comme ça dans toutes les cultures du monde, encore une fois, avec des répartitions différentes. Mais ce n'est pas tout. Il se fait que, là aussi, c'est un universel. Le groupe de concepts qui est considéré comme supérieur hiérarchiquement, il est aussi considéré comme masculin. C'est le pôle masculin. Donc si je vous dis par exemple actif-passif, bah, est-ce qu'il vaut mieux être actif ou passif? En grosso modo, on va tous dire oui, c'est mieux d'être actif que passif. Bah, il y a des cultures où ce n'est pas le cas. En Asie du Sud-Est, il y a des cultures où on dit qu'il vaut mieux être passif que actif. Alors chez nous, si on dit actif-passif, qu'est-ce qui est considéré traditionnellement comme masculin et féminin, on va facilement tomber d'accord intuitivement. On voit bien que dans notre culture, l'actif est plutôt du côté classé du côté masculin. Encore une fois, c'est abstrait, c'est arbitraire. Ben, c'est comme ça. Eh bien, dans les sociétés où c'est l'inverse, eh bien, on va dire le passif, c'est mieux, c'est supérieur à l'actif et c'est masculin. Être actif, être passif, c'est être sage. C'est laisser les choses du monde venir à soi comme un homme qui est sage. Et être actif, c'est s'agiter comme les femmes. Donc en fait, il y a toujours cette justification qui vient et qui structure tout cela. Et puis évidemment, au cours de l'histoire, des concepts se sont ajoutés à ça. Et le concept des gens qui sont blancs et qui sont noirs, c'est pas ancien en fait. C'est fin XVIIe siècle qu'on invente cette opposition. On va chercher évidemment une binarité qui est très clairement construite déjà dans le blanc, la pureté, et puis le noir, évidemment, tout ce qui porte malheur, euh, tout ce qui nous traîne vers l'enfer. Et donc, on va classer l'humanité dans ces deux groupes. Ceux qui ont la possibilité, la légitimité de dominer, ceux qui les légitiment de dominer parce qu'ils sont d'une humanité inférieure. Et donc, les Noirs, ben, on va classer évidemment ceux qui sont en état d'esclavage, mais on va aussi classer les Irlandais et les Juifs, par exemple. Fin 17e, début 18e, vous avez des gravures où on voit des Irlandais avec des têtes de singes. Et ils sont considérés comme noirs. Alors, c'est pas parce qu'ils ont une couleur foncée, évidemment, les Irlandais, ça n'a rien à voir, ça c'est notre idée aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils sont dans ce groupe qui est considéré comme inférieur. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout ça structure tout notre vocabulaire, hommes et femmes, dans une pensée du monde qui est là malgré nous, qui nous échappe complètement, parce que quand on parle, on ne pense pas dans ces termes-là, et pourtant c'est comme ça que ça fonctionne en nous. Alors évidemment, remettre ça en question, ben, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que de savoir en tant qu'homme si on va faire la vaisselle ou pas. Il se fait, mais on va y revenir. Il se fait que depuis quelques années, il y a évidemment des remises en question qui datent du XXe siècle, mais depuis quelques années, il y a des mouvements, des transformations sociales qui s'accélèrent très fort. Alors, ce n'est pas seulement en question de genre, c'est la question de l'égalité entre les individus, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau, leur origine, leur orientation sexuelle, etc. etc. C'est devenu un sujet. Alors, dans quel sens je dis ça? Ben, quand j'ai sorti mon film en 2009, La domination masculine, eh bien en 2009, on s'est fait casser. Pourtant, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour être présent dans la presse, on avait un gros distributeur, etc. On s'est fait massacrer dans la presse parce que tout le monde nous disait, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet? La domination masculine, mais ce n'est pas un sujet, c'est ringard, c'est archaïque, c'est résolu, les femmes ont pris le pouvoir. Enfin, j'ai tout entendu. Mais à l'époque, 2009, vous pouvez vérifier, il n'y a pas d'article dans la presse sur ces questions-là. On n'en parle plus, on n'en parle pas. Il y a très peu de femmes qui se disent ouvertement féministes. Il y a les féministes, évidemment, mais qui sont très minoritaires. Mais beaucoup de femmes disent à ce moment-là, oui, je suis pour l'égalité, mais je ne suis pas féministe. C'est dans les années qui suivent, dans les années 2010, qu'il y a un renouveau et que ben, ça devient un sujet qui apparaît dans la presse. Et donc, non seulement qui apparaît dans la presse, mais avec des conséquences. Quand vous regardez l'image en bas à droite, donc c'est un baiser forcé d'un homme, d'un responsable du football espagnol sur une joueuse de football. Un baiser forcé, c'est
statistiquement d'une très grande banalité dans les médias. Vous en avez à la télévision, vous en avez partout. Tout à coup, un baiser forcé est pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une agression sexuelle. Et ce type a été écarté, je ne sais plus ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, quand je fais cette conférence, enfin quand j'utilise ça dans les conférences, même en Amérique du Sud, les gens savent de quoi il s'agit. On en a parlé mondialement d'un baiser forcé. Ça, évidemment, c'est tout à fait nouveau. Et puis, bon, vous voyez, Black Lives Matter, c'est aussi sur d'autres paramètres. Donc, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, et en fait, on a souvent l'illusion de penser qu'il se passe des choses chez nous depuis quelques années, et quand on dit chez nous, c'est dans les classes favorisées d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On voit que, là, on le voit très bien depuis le début du XXe siècle, là, c'est un index de participation à la vie politique des femmes, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, au XXe siècle, il se passe quelque chose. Alors évidemment, il ne se passe pas exactement la même chose partout, pas exactement au même rythme, mais il y a ce qu'on appelle une émergence. Un phénomène qui n'est pas le résultat de notre volonté, mais qui se produit parce qu'il y a un certain nombre de paramètres, on va y revenir, qui font que le phénomène apparaît. Voilà un autre exemple. Donc là, c'est la participation des femmes à la société civile. Ben, vous voyez que là aussi, fin 19e, ça commence à bouger. Et puis 20e siècle, encore une fois, sur tous les continents, avec évidemment des grandes disparités. Mais un mouvement qui se produit, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, en dehors de notre volonté. Or, le titre de la conférence, c'est Faut-il l'égalité? J'habite dans le sud-est de la France et il y a un épisode Sévenol, vous allez probablement l'entendre. Alors, la métaphore que j'emploie pour essayer de se figurer ça, ben c'est ça, c'est le train. Il faut considérer que la société est en train, mais toute la société. Donc tout le monde est dans le train, les individus, les entreprises, les organisations, les institutions, tout est dans le train, la société, c'est ce train. Et ce train, il avance en fait sur une voie ferrée qui va dans le sens d'une émergence. L'émergence, c'est quoi? Ben, c'est l'égalité entre les individus, quelle que soit couleur de peau, origine, sexe, genre, orientation sexuelle. Il y a une demande, quelque chose qui se construit petit à petit et qui va dans cette direction. Alors, à l'avant du train, on va avoir évidemment les personnes qui sont impatientes. Donc, on va avoir massivement des femmes, des féministes, des personnes LGBTQIA+, des personnes racisées, et puis aussi probablement quelques hommes blancs, mais ils ne sont sans doute pas majoritaires. Et puis à l'arrière du train, mais on va avoir des gens qui sont probablement beaucoup d'hommes blancs hétéros, mais qui ne peuvent pas sauter du train parce qu'on ne sort pas de la société, qui ne peuvent pas arrêter le train, qui ne peuvent pas ralentir le train, mais qui peuvent se mettre à l'arrière du train en se disant on va gagner du temps, voire allonger le train peut-être, pour gagner du temps, en se disant comme ça, ben, on gagne quelques années, parce que de toute façon, tout évolue dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de la vie, au cours d'une vie aujourd'hui, parce que le train s'est accéléré très fort ces dernières années, un homme, même s'il se situe à l'arrière du train, ben, le train va bouger, va l'emmener, et il ne pourra plus se comporter comme il aurait pu se comporter il y a 20 ans ou 30 ans. Le comportement des hommes avant MeToo ou après MeToo, ben, il n'est plus tout à fait possible de la même manière. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, très loin de là. Mais il y a quelque chose qui a bougé qui fait que ben, les hommes qui se comportaient d'une certaine manière, alors certains d'entre eux, de manière un peu vertueuse, se remettent en question et réfléchissent à leur propre passé et se disent, tiens, mais est-ce que j'ai toujours agi comme j'aurais dû agir? Et puis, ben, il y en a d'autres qui regrettent peut-être de ne plus pouvoir agir comme avant, mais en tout cas, ils se tiennent peut-être un peu les mains parce que, par exemple, dans le monde du travail, il y a des choses qui bougent et ben, je pourrais vous citer un certain nombre d'exemples d'hommes qui ont perdu leur emploi, y compris d'un haut niveau, parce qu'ils s'étaient adonnés à des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel au travail. Donc voilà, cette société, c'est ce train qui avance et qui avance dans cette direction. Donc les hommes veulent-ils l'égalité? Mais en fait, encore une fois, quand on est dans le train, on ne demande pas si on veut ou si on ne veut pas. C'est toute la société qui bouge, on est emmené par cette société. Ceux qui naissent à cet instant-là du voyage du train, ben, évidemment, ils ne vont pas se développer, ils n'auront pas la même adolescence ou l'âge adulte jeune de la même manière que ceux qui étaient les 20 ans plus tôt parce que le train a bougé. Donc il faut tenir compte de tout ça. Donc la question de la volonté, en fait, elle n'est pas si claire. Je reviens au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez souvenir de là où vous vous situiez, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, pour être le plus objectif possible, parce que lui, c'est de la statistique, il fait des moyennes, je lui ai demandé de me donner des valeurs traditionnelles masculines et féminines. Et alors, aujourd'hui, on est en ligne et vous êtes nombreuses et nombreux, donc on n'a pas le temps de le faire, mais quand je fais ça avec un petit groupe en ligne ou bien dans une salle,
je demande aux gens de lever la main, etc. Ben, ce qu'on remarque, c'est que il y a 50 ans, 60 ans, probablement que presque se serait situé du côté du groupe 1 et les femmes du côté du groupe 2, et tout le monde aurait trouvé ça normal. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous avez énormément d'hommes qui se mettent complètement dans le groupe 2 et qui disent non, ben, le groupe 1, là-dedans, il y a vraiment très peu de choses qui m'intéressent, voire 3 fois rien. L'idée d'aller se battre pour son honneur, par exemple, c'est vrai que pour un homme de 2025, bon, ça peut même faire rire, hein. Moi, mon honneur, vous savez, le voilà, mais moi, je ne vais pas aller me battre au champ du coq, je ne vais pas risquer ma vie pour défendre mon honneur, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, évidemment, voilà, ça, c'est quelque chose aussi qui est parfaitement invisible, mais qui fait que, à la fois, la société dans ses valeurs, quoi qu'on en dise, et quelle que soit notre intuition, qui est souvent trompeuse sur ces questions-là, ben, on avance, la société se transforme et va de plus en plus vers des valeurs qui sont dites au départ traditionnellement féminines, qui ne vont plus l'être en fait, parce que ce sont des valeurs qui vont être de plus en plus partagées. Quand vous regardez les valeurs affichées par les grandes entreprises, par exemple, vous allez me dire, oui, mais c'est de l'affichage. Peut-être, mais il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Elles sont toutes issues du deuxième groupe et pas du premier. Quand vous voyez les comportements qui sont attendus, vous savez, les grands groupes aujourd'hui travaille beaucoup sur l'évolution du management, etc. Les valeurs qui sont attendues des managers, ce sont des valeurs qui sont essentiellement prises dans le deuxième groupe, avec ces mots-là, et pas dans le premier. Donc, donc ça veut dire que nous aussi, en tant qu'hommes, bah, sans y réfléchir, sans y penser, bah, nous sommes emportés aussi dans cette transformation de valeurs que certains regrettent évidemment, parce que Éric Zemmour fait exactement la même constatation que moi, mais lui, il le regrette. Et il dit la société se féminise. En fait, il a raison. En termes de valeurs, la société, d'une certaine manière, elle se féminise. Alors, on a l'habitude de regarder cette question dans une opposition frontale de deux blocs, hein, hommes, femmes, et aussi, ça c'est un problème, à l'intérieur du bloc masculin, de voir quels seraient les gentilshommes et les méchants hommes. Et donc, évidemment, selon qui on est, on va mettre la ligne à un certain endroit, parce que tous les hommes vont se considérer du côté du bon côté, évidemment. Moi, je suis un gentil, les autres, ce sont les méchants. Les méchants sont toujours plus ou moins les mêmes, hein. Ce sont les hommes des classes populaires, ce sont les étrangers, ce sont les musulmans, etc. Et moi, je suis un gentil, je me comporte bien, évidemment. Tout le monde a l'ambition d'être quelqu'un de bien dans la vie. Mais aussi, on ramène ça à une opposition très binaire entre les hommes et les femmes. Mais le problème, c'est que on le considère souvent avec une vision qui est celle d'un pendule. C'est l'idée du backlash d'ailleurs, hein. On avance, on recule, on avance, on recule. Et le problème, c'est que ça ne résiste pas en fait à l'analyse des faits. Les époques ne sont pas des époques de progrès ou de régression, et surtout pas en 5 ans, en 10 ans, ça ne marche pas comme ça. Souvent, il y a le progrès et la régression exactement en même temps, au même endroit. Si vous prenez par exemple la question de l'avortement en France, ben, on est dans une époque quand même de régression, puisque le nombre de lieux en France où l'avortement peut être pratiqué, il a énormément diminué. Il y a des départements en France où c'est compliqué pour les femmes qui demandent un avortement. Donc c'était une régression très 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 importante. Et en même temps, au même instant, le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution avec les voix de l'extrême droite qui s'est toujours manifestée contre le droit à l'avortement. Donc même eux, même elles. Donc, vous voyez, en même temps, sur un même sujet, est-ce qu'on peut les mettre dans une balance? Non, on n'a rien pour mesurer. Quel est celui qui est le plus lourd entre les deux? Bon, voilà. Donc, il faut accepter, évidemment, cette complexité. Alors, cette complexité, justement, c'est là le cœur du problème. C'est que souvent, on analyse les choses de manière très linéaire. Les auteurs masculins qui travaillent là-dessus, moi, c'est un peu leur reproche que je leur fais. Alors, ils finissent toujours par se mettre en conclusion du côté des types qui sont bien. Je ne citerai pas de nom, mais certains vont dire qu'ils sont du côté des justes. Il y a les alliés, il y a les hommes qui se disent féministes, comme s'ils étaient. Quand on se dit féministe, évidemment, bah, ça veut dire qu'on est avec les femmes. Et puis finalement, ben, on est comme les femmes parce on appartient au même groupe. Donc moi, je refuse même qu'en tant qu'homme, on puisse se dire féministe, pro-féministe, pourquoi pas. Et encore, c'est pas à nous de le dire, mais en tout cas, sûrement pas féministe. Mais je trouve que souvent, ça manque de complexité. Alors, un système complexe, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un système qui n'est pas linéaire. C'est un système dans lequel il y a énormément d'items qui interagissent les uns avec les autres. Là, je me fonde sur les théories de l'école de Santa Fe Institute, donc les systèmes adaptatifs complexes.
nous sommes chacun un système comme celui-là. Une famille, c'est un système comme ça, un pays, une entreprise, mais notre cerveau, déjà, c'est un système complexe. Donc, il y a tellement d'items qui interagissent les uns avec les autres, avec des interactions qui ont des conséquences les unes sur les autres, qu'on ne peut faire aucune prédiction. Enfin, c'est comme la météo, on peut prédire 1 ou 2, 3 jours, mais on peut pas savoir s'il va pleuvoir dans un mois. Et la société humaine, elle fonctionne exactement comme ça. Alors, dans un système complexe, eh bien, on a au cœur de ce système, on a de la redondance. La redondance, c'est ce qui donne la solidité du système. Donc, ce sont les lois, les règles, les habitudes, les traditions, la culture. Ce sont les choses qui n'évoluent que très, très lentement et qui donnent, encore une fois, la solidité à la structure du système. Mais il y a, et c'est pour ça qu'on parle de système adaptatif complexe, il y a un environnement. Et ce système, il interagit avec l'environnement. Ça fonctionne aussi au niveau microscopique. Une cellule de notre corps, ça fonctionne comme ça. Donc, on fonctionne en interaction avec notre environnement. En tant qu'individu, notre environnement, ben, c'est par exemple les autres individus, mais aussi ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on lit dans la presse, les médias, etc. Tout ce qui nous vient sous forme d'informations. Il y a des échanges qui sont dans les deux sens, d'informations, d'énergie et de matière, entre un système complexe et son environnement. Aujourd'hui, on va parler que de la question de l'information. Donc, notre système, admettons une entreprise, admettons une institution, admettons un individu, ben, il reçoit de l'information. Et cette information va interagir avec le système, le schéma qui fonctionne déjà à l'intérieur, avec les redondances, et en permanence, le système va recréer des nouveaux schémas de compréhension et d'adaptation à cet environnement, et avec des nouveaux comportements. Et donc, évidemment, ben, en tant qu'homme, on ne s'en rend pas compte, mais en tant qu'homme, en tant qu'individu, tout le monde, nous évoluons en permanence, on doit en permanence s'adapter à toutes ces informations qui nous viennent. Donc, par exemple, admettons que ce soit un individu masculin, il y a toutes les informations sur MeToo qui arrivent, il y a dans la redondance des croyances, des stéréotypes, des valeurs qui sont ce qu'elles sont. Tout à coup, ces valeurs, tout ça va interagir avec ces informations qui nous viennent de l'extérieur et créer des nouveaux schémas adaptatifs. Bon, ça, c'est le schéma de manière large. Et donc, vous voyez, quand on le voit de cette manière-là, ça veut dire que au-dessus, donc vous avez un schéma adaptatif qui crée des nouvelles émergences. Et des choses qui sont évidemment pas du tout prévisibles, y compris par l'individu lui-même. Alors, pour prendre un exemple, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, on a des redondances dans le système collectif, qui sont les lois, les règles, la culture, les habitudes, les habitus, l'éducation, les stéréotypes, les croyances, les mythes, voilà, on peut ajouter plein de choses. Il y a plein d'informations qui nous arrivent, des éléments d'information qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, la réduction du nombre d'enfants par individu, le recul du sacré, ça c'est très important. Mon livre sur les violences sexuelles sur les mineurs, ça part de là. La verticalité du sacré, et notamment évidemment sur la question du rapport homme-femme, père-enfant, le corps des femmes, etc. Donc le recul du sacré de la société, c'est un paramètre important. L'explosion du nombre de divorces, la modification des modes de production, les révolutions technologiques, l'exode rural, 2 guerres mondiales, l'apparition des réseaux sociaux plus récemment, la multiplication des médias, voilà, donc plein d'éléments qui sont des éléments informatifs qui arrivent dans le système, et les deux ensemble, ça crée en permanence des nouveaux schémas adaptatifs. Et donc, on a des nouveaux schémas, on a de nouvelles compréhensions, des nouvelles pratiques, des nouveaux comportements, des nouvelles redondances. Donc, notre volonté là-dedans en tant qu'homme, c'est très 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 joli. On aimerait bien s'en convaincre qu'on change parce que on le veut et qu'on veut progresser, etc. Personnellement, moi, je reviens de très loin. Quand j'avais 20 ans, on pouvait très, très facilement me considérer comme un masculiniste. J'étais plein ces redondances, justement, parce que les idées masculinistes, alors là, on est en plein dans de la redondance. Ce sont des idées archaïques qui se répètent, qui sont très, très, très solides dans le sens où elles n'évoluent absolument pas. Ils disent la même chose qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc moi, j'étais rempli de ça. Et puis petit à petit, c'est plein d'informations. Souvent, on me dit, mais comment vous avez changé? J'en sais rien. C'est plein d'éléments qui, petit à petit, jour après jour, ont modifié tous mes schémas adaptatifs pour me donner une autre vision du monde et des rapports entre les individus. Alors ça donne quoi aussi? Une autre émergence, c'est l'individu moderne. L'individu moderne qui n'a absolument rien à voir avec l'individu tel qu'on le voit, par exemple, à l'Antiquité. Il faut lire des gens comme Vernon, par exemple, sur ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'un individu moderne? C'est comme un arbre, donc il y a une partie visible, une dimension invisible, et chacun d'entre nous, j'imagine que vous serez d'accord avec moi, a envie d'être non pas un échantillon d'un groupe social, comme ça a été le cas pendant très longtemps, mais un individu avec sa complexité,
avec un genre, avec une couleur de peau, avec une origine, avec une apparence physique, mais aussi avec tout ce qui n'est pas visible et qu'on veut peu ou prou prendre en compte. Donc des handicaps invisibles, notre éducation, nos opinions, nos valeurs, notre mode de travail, nos origines, les langues qu'on parle, etc. etc. Et c'est ça aujourd'hui qui qualifie un individu moderne. Et donc évidemment, là-dedans, il y a des hommes et des femmes, mais on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que évidemment, quand on veut être pris dans toute cette complexité-là, ben, ce que je vous disais juste avant, avec ces systèmes complexes, ça vient interagir là-dedans et nous pousser dans une certaine direction. Et puis, autre émergence, bah, une des conséquences, mais qui est toutefois aussi une cause d'ailleurs dans ce système, c'est dans certains pays européens, la France en fait partie, ça ce sont les chiffres de l'Union européenne, ben, un bouleversement démographique, c'est-à-dire un effondrement démographique, on ne se reproduit plus comme avant. Il y avait des valeurs qui consistaient à dire que jusqu'au XXe siècle, il fallait absolument se marier jeune et dans le but de faire des enfants. Aujourd'hui, on ne vit plus du tout comme ça. L'individu a pris une dimension qui n'est plus du tout celle-là. Et donc, évidemment, ben, la conséquence, c'est qu'on se reproduit de moins en moins et ça bouleverse évidemment les équilibres à l'intérieur du système. Dans le monde du travail, par exemple, c'est quelque chose que les dirigeants regardent avec beaucoup d'anxiété en se disant mais comment allons-nous faire à certains moments quand les baby boomers partent, comment on va faire pour les remplacer. Autre élément qui est maintenant pris en compte, qui a toujours existé mais qui est maintenant pris en compte, c'est le problème des comportements masculins. Alors, il y a évidemment les questions des agressions sexuelles, etc., dont on a beaucoup parlé, alors beaucoup, jamais assez, mais beaucoup ces 10-15 dernières années, si je compare à ce qui s'est passé avant, où c'était un sujet qui n'existait pas, en tout cas pas de manière médiatique, qui existait pour les victimes, évidemment, mais pour le reste, on n'en parlait pas, c'était tabou. Il y a différents coûts. Là, je vous ai pris cet exemple-là, par exemple, où on voit que la culture du risque, qui est une culture typiquement masculine, elle coûte extrêmement cher, elle coûte à la société, elle coûte aux familles, elle coûte aux individus, y compris aux hommes, parce qu'ils meurent aussi, et puis à leurs victimes. Ce n'est qu'un exemple, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent. Là aussi, dans le monde du travail, alors moi, je suis souvent invité pour faire des conférences pour des top managers ou des dirigeants de groupes internationaux, et dans certains secteurs, c'est quelque chose qu'ils ont en permanence à l'esprit. Dans le secteur bancaire, par exemple, la question du risque, ils savent que des équipes qui sont 100% masculines, ce sont des équipes qui sont plus risquées. Parce qu'il y a une culture. Voilà, c'est bien vu pour un homme de monter sur un échafaudage sans casque et sans s'attacher. Ça, c'est être un mec, un vrai. Eh bien, dans beaucoup de secteurs, ça pose problème. Donc, là aussi, vous voyez, information qui arrive à l'intérieur de chaque individu masculin et qui lui dit adapte-toi, adapte-toi, adapte-toi. Autre changement, c'est une émergence aussi d'une certaine manière, euh, on est passé de société de reproduction, c'est-à-dire où on pouvait pendant très longtemps faire le même travail pour un homme, par exemple, le même travail que son père au même endroit avec les mêmes outils, avec des évolutions très 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 lentes, à une société d'adaptation. Aujourd'hui, tout change tous les 5 ans. Technologiquement, culturellement, politiquement, les évolutions sont extrêmement rapides. Et donc, on ne peut plus, par exemple, travailler, fonctionner de la même manière avec, bah là c'est typiquement dans le monde du travail, avec des équipes de clones. C'est plus possible. Il faut des équipes qui vont être suffisamment diversifiées pour avoir des points de vue différents parce qu'il va falloir être très créatif. On nous demande aujourd'hui d'être beaucoup plus créatifs qu'à des époques où on faisait, encore une fois, on avait des tâches, des métiers, des productions qui évoluaient très, très. Il fallait une vie, 20 ans, 30 ans, 50 ans, pour qu'il y ait des évolutions vraiment significatives. Du coup, ce n'est pas un hasard si il y a des évolutions législatives. Alors en France, c'est très très clair, mais il n'y a pas qu'en France. Et puis avec des pressions qui sont mises, donc à la fois des transformations législatives, des outils législatifs et qui sont utilisés évidemment et notamment par les femmes. Donc là, c'est cet exemple de Veolia où l'entreprise a été condamnée à payer cette somme à une seule femme. Mais alors, je pourrais, là je vous donne 2 slides, mais j'en ai 50 à vous montrer. BNP, 351 000 euros à une ancienne salariée pour un préjudice, grosso modo, de plafond de verre. Et puis, il y en a beaucoup comme ça. Donc, ben voilà, vous voyez, c'est toutes ces informations qui arrivent. Ça provoque des schémas adaptatifs qui provoquent d'autres évolutions qui vont dans ce sens. Et petit à petit, eh bien, on a une société qui se transforme. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, là, vous êtes en train de nous décrire un truc merveilleux, formidable, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Alors,
il y a plusieurs choses. D'abord, ce que je vous décris là, c'est de manière extrêmement macro. Donc, sur le plan micro, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout est son contraire, et y compris des choses dramatiques. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a des phénomènes que l'on observe, que l'on mesure aujourd'hui, mais on a tendance à les observer comme s'ils venaient d'apparaître, alors qu'en réalité, ils ont toujours existé, mais qu'on n'avait pas de sensibilité par rapport à ça. Si je prends le harcèlement scolaire, par exemple, le harcèlement scolaire, c'était la règle. Dans toutes les classes d'école, il y avait des têtes de Turcs qui vivaient l'enfer de la part des élèves et parfois des enseignants, et souvent même des deux, mais il n'y avait pas de mots pour le dire. On disait c'est une tête de Turc. Bon, voilà, souvent c'est un enfant qui vit de milieux plutôt défavorisés. Aujourd'hui, le harcèlement, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, on en parle dans les médias, on fait des émissions, on les compte, etc. Voilà, je ne suis pas sûr que la situation se soit aggravée, sans doute même, j'ai tendance à croire le contraire, mais en revanche, elle est prise en compte et notre sensibilité a augmenté, et c'est très bien, évidemment. Nous sommes de plus en plus sensibles à ces phénomènes, et donc on a l'impression qu'ils augmentent, et c'est très très bien. Il faut quand même se dire que, en termes de violence, par exemple, nous n'avons jamais vécu dans des, aujourd'hui en France, on n'a jamais vécu dans une société aussi pacifique. Quand on prend, parce que le seul chiffre vraiment fiable, ce sont les homicides, parce que là, on a des cadavres, on peut les compter, on ne s'est jamais autant entretués qu'aujourd'hui. Les homicides n'ont jamais été à un taux aussi bas que celui qu'on observe aujourd'hui. Et c'est très contre-intuitif, à tel point que, même aux États-Unis, les chiffres n'ont jamais été aussi bas. Par million d'habitants, il n'y a jamais eu aussi peu d'homicides. Malgré tout ce qu'on sait, on a l'impression que ce sont... Alors bien sûr, il y a des massacres de masse, des tueries de masse, il y a tout ça. Mais en fait, ça existait déjà avant, on n'en parlait pas, ce n'était pas des sujets. Donc, j'en viens à la question, je dois accélérer un tout petit peu, de la question des privilèges. Parce qu'évidemment, là, je vous parle beaucoup de la question des inégalités et de l'égalité de genre. Les hommes veulent-ils l'égalité? Évidemment, on pense aux hommes par rapport aux femmes. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Parce que si on prend cette roue des privilèges, on voit que notre position sociale, je vous ai montré l'arbre, il faut la voir aussi du côté des privilèges, à la fois des discriminations et des privilèges. C'est deux manières de lire la même information. Il y a la couleur de peau, il y a l'origine, il y a le niveau de diplôme, il y a l'orientation sexuelle, la neurodiversité, la santé mentale, l'apparence corporelle, le rapport au logement, le rapport à la citoyenneté, la langue, est-ce que c'est la langue majoritaire ou pas que l'on parle, le niveau de richesse. Ce sont tous des éléments qui vont nous situer à un endroit. Vous pouvez regarder cette roue et essayer de voir où vous en êtes. On n'est plus seulement dans une binarité. Ça devient tout de suite plus complexe, et vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité. Voilà, c'est la confluence de plusieurs paramètres, comme par exemple le fait d'être femme et noire, femme en situation de handicap, et on voit évidemment que c'est plus complexe que on ne se le disait. Et puis, on voit aussi, alors ça c'est quelque chose qui est très en vogue aux États-Unis pour l'instant, c'est la question des conséquences pour l'individu du fonctionnement systémique. Alors, ce qu'on appelle la charge allostatique, ce sont des paramètres qu'on peut mesurer dans une prise de sang et qui donnent une indication sur le niveau de stress de la personne. Alors, pas le niveau de stress ponctuel, le niveau de stress permanent de la personne. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, quel scoop, les femmes ont un niveau de stress supérieur à celui des hommes en permanence. Mais on voit aussi que, alors aux États-Unis, ils peuvent le faire en termes de couleur de peau, mais évidemment que les personnes noires ont un niveau de stress plus important que les autres, les latinos plus que les blancs. Et donc évidemment, au sommet, c'est toujours les femmes noires qui ont ce niveau de stress le plus important. Ce sont aussi des choses qui apparaissent de plus en plus, qui sont de plus en plus citées, qui attirent de plus en plus l'attention et qui demandent évidemment une adaptation. Là aussi, c'est pas simplement l'individu qui se dit est-ce que je vais changer mes comportements. Oui, bien sûr qu'il y a de ça, mais il y a cette question systémique qu'il faut prendre en compte en permanence. Et puis la question, si on vient à l'individu, c'est celle des angles morts. C'est que très souvent, quand vous discutez avec des individus, d'ailleurs, j'allais dire des hommes, mais pas que, nous sommes très, très mal informés de nos angles morts. Alors les angles morts, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme quand on conduit une voiture, on a des angles dans lesquels on ne voit rien. Socialement, c'est la même chose, mais on n'est pas éduqué avec cette idée qu'on a des angles morts sociaux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, par exemple, moi en tant qu'homme, je n'ai aucune idée de ce que ça représente d'avoir peur d'une agression sexuelle. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que l'expérience d'une femme dans cette société. Alors je peux vous citer plein de chiffres de mémoire sur le taux, les agressions sexuelles, des viols, tout ce que vous voulez, mais je ne sais toujours pas dans ma chair, dans mon corps, dans mon ressenti, ce que ça signifie. Et plus grave que ça,
probablement que j'ai assisté à des choses que je n'ai même pas identifiées. Par exemple, les frotteurs dans le métro, quand j'en parle avec des femmes, quasiment toutes me disent: ah oui, moi j'ai déjà ou vu ou subi. J'ai pris le métro des millions de fois dans ma vie, je n'y ai jamais assisté. Bien sûr que si, j'ai dû y assister. Je ne l'ai pas vu. Donc ça fait partie d'un angle mort. Mais en tant qu'hétérosexuel, j'ai des angles morts. Je ne sais pas ce que c'est que d'embrasser quelqu'un dans la rue en ayant peur de me faire frapper. En tant que blanc, j'ai des tas d'angles morts. Je ne sais pas ce que c'est que de lire la peur dans le visage de l'autre à cause de ma couleur de peau. Et donc, en fait, quand on additionne tous ces angles morts, ben, finalement, si on est un homme blanc hétérosexuel, par exemple, ce qui est mon cas, ben, on conduit non pas avec une grande vitre devant nous, une grande visibilité, on conduit à travers un hublot. Et en fait, on voit quasiment rien. Et donc, cette question-là aussi, elle est essentielle sur la place des hommes dans l'égalité. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui souvent ne nous apparaît pas parce que on est culturellement, ces angles morts, ben, on en parle très très peu, on n'en parle pas. Et en plus, en tant qu'homme blanc hétéro, puisque nous sommes tout à fait dans la norme, on a grandi avec l'idée que nous avions une vision à 360 degrés. On voit très très bien, on est au sommet de la pyramide, on voit très très bien tout ce qui se passe autour de nous, alors qu'en réalité, nous ne voyons rien. Donc, ça aussi, c'est à ajouter au système. Ça fait partie de cette complexité. À la fois ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas très envie de voir parce que ça vient déranger nos privilèges qui sont au cœur de ce système, évidemment. Et puis, cette information dont nous sommes bombardés. Et puis, dans cette information, je ne l'ai pas dit, mais il y a évidemment de tout. Donc, ça veut dire des informations qui vont nous pousser plutôt, ou pousser nos émergences en termes d'égalité, mais aussi des informations qui sont exactement au sens contraire. Et donc, notamment certains jeunes hommes, vont être bombardés, vont se mettre dans des lieux médiatiques où ils vont être bombardés d'informations masculinistes, par exemple. Ah ben, eux, leur schéma, évidemment, ça va être différent de celui qui se met dans un milieu où il aura plutôt des idées féministes. Il n'empêche que, dans l'ensemble, systémiquement, bah, ce qui domine aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et en plus, je vous parlais tout à l'heure de redondance en termes de masculinisme, etc. Ce sont des idées qui sont mortes parce que ce sont des idées qui ne peuvent pas évoluer. Les idées des masculinistes, moi, je les suis, j'analyse ça depuis 20 ans maintenant, presque, 1 ou 2 ans près. J'entends toujours la même chose. Il n'y a jamais une phrase différente. C'est toujours exactement la même chose. Donc, c'est une pensée qui ne peut pas s'adapter, une pensée qui ne peut pas évoluer. C'est une pensée qui va mourir. Elle peut faire beaucoup de dégâts encore en tout temps, mais c'est une pensée qui n'a aucun avenir. Alors, grosso modo, quand on pense aux hommes, bah, ce qu'on se dit, c'est que, alors là, il y a des chiffres mais, bon, bien malins qui peut mesurer ça. On essaye, hein, mais c'est immesurable, en fait, évidemment. Mais grosso modo, on sait qu'on va avoir un paquet d'hommes qui ont envie de changer. Un paquet d'hommes, le ventre mou, qui va être très confortable dans les privilèges, dans ses angles morts, et qui ne va pas trop se poser de questions, qui n'est pas opposé, mais qui n'est pas non plus favorable. Et puis, une partie qui va être radicalement, enfin plus ou moins radicalement opposée au changement en direction de l'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on va entendre de ce côté-là? Alors, le grand argument qu'on entend aujourd'hui, parce que là aussi, le train, il avance. Donc, les arguments, la manière d'argumenter n'est plus la même. Il n'y a que ça qui évolue. Il y a des choses qu'on pouvait dire il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est plus recevable. Ça, c'est recevable aujourd'hui. C'est très recevable. C'est-à-dire recevable dans le sens où ça s'entend, ça se discute comme une idée qui ferait sens. L'idée que finalement, maintenant, on est arrivé à un point où on vit en méritocratie et que au nom d'idées universalistes, finalement, il faut arrêter de parler de groupes sociaux, il faut parler d'individus qui sont tous de droit en pleine égalité. Et donc, il ne faut surtout pas mettre des quotas, il faut surtout pas, enfin, il faut tout faire rien. Et maintenant, tout va bien fonctionner puisque l'égalité est supposée être obtenue. Donc, évidemment, bon, la méritocratie, voilà. Qui défend cette idée? Ben, la question, c'est qui a intérêt à défendre cette idée? Ben, ce qu'on voit, c'est que ce sont les classes supérieures. Ce sont les classes supérieures qui défendent, hommes et femmes d'ailleurs, qui défendent essentiellement cette idée qui est fausse. C'est un mythe, évidemment. Ça n'a absolument aucun sens. C'est nier complètement tous les déterminismes. Donc, ce sont les classes sociales, vous voyez, dans tous les pays, les classes sociales les plus hautes, les plus favorisées. Évidemment, parce que parler de remettre en question le concept de méritocratie, ben, ça met en danger la position la plus favorisée. Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça.
et qui vous disent, non, mais moi, quand je vois quelqu'un, je ne pense pas à un homme ou une femme, je vois l'individu. Bon, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça, évidemment. Et puis la résistance, elle peut aussi s'organiser. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais elle peut s'organiser sous différents modes. Alors là, je vous en ai pris 6. Ça vient de conférences que j'avais fait sur le sujet. Il y en avait plus que ça, mais j'en ai choisi 6 pour aujourd'hui. Alors le déni, évidemment, c'est une chose qu'on entend beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on serait arrivé à l'égalité et que bah, tous ces groupes qu'on entend qui font de bruit, les LGBT, les femmes, les noirs et tout ça, bah, finalement, aujourd'hui, ils se plaignent un peu trop, mais pour pas grand-chose, parce que les problèmes sont résolus, évidemment. Nous, avec nos angles morts, ça nous arrange, tout va très bien. L'asymétrie, c'est-à-dire que finalement, ben, nous, en tant qu'hommes, on souffrirait. Alors ça, c'est une chose qui est très en vogue aujourd'hui. Ben, les hommes se sentiraient mal. Et donc, ils subiraient, d'une certaine manière, des situations à l'identique des femmes. Alors, parfois d'une autre manière, mais ils souffriraient autant. Et voire, ils souffriraient plus. Alors, ça peut aller même vers des techniques comme le Darbo, où on va inverser dans des situations individuelles l'agresseur et la victime. Donc ça, c'est pour la symétrie. La justification, bah, je vous explique même pas, vous savez ça mieux que moi. La peur, ça c'est quelque chose aussi qui est très très utilisé, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire peur aux hommes. Et c'est tellement puissant comme argument que on a réussi à le faire porter par les femmes. C'est souvent des femmes qui disent oui, mais il ne faut pas faire peur aux hommes, parce que les hommes aujourd'hui, ils ont peur de ne plus avoir leur place. Vous comprenez, un homme blanc de 50 ans, il n'a plus sa place. Bon, c'est absurde, évidemment, quand on voit les statistiques, les hommes blancs de 50 ans, ils ont plus que leur place, ils ont trop de place, nous avons trop de place. Les bénéfices secondaires, alors ça, c'est quelque chose qui est plus nouveau, c'est-à-dire ce sont tous les avantages que les hommes peuvent retirer en se plaçant en première ligne, quasiment devant les femmes, pour l'égalité. Et ce faisant, évidemment, alors ils vont abandonner l'un ou l'autre petit privilège qui ne les intéresse pas trop, et puis ils vont récupérer plein d'autres privilèges grâce à ces bénéfices secondaires. Sur le plan professionnel, ça arrive, on l'observe. Et enfin, le dernier, c'est la louange. J'aime bien celui-là parce qu'il est assez drôle, on n'y pense pas trop. Mais en fait, ça passe beaucoup par ça. C'est-à-dire que tout à coup, on va avoir des hommes qui vont louer les femmes dans leur ensemble, hein, comme si les femmes en soi avaient une essence particulière, une ontologie particulière, hein, comme s'il n'y avait pas des femmes aussi qui étaient parfois toxiques ou des femmes formidables. Mais non, enfin, ça marche aussi avec les Africains. Ah, l'Afrique, ces Africains, ce continent méconnu, etc. Enfin, toutes sortes d'idées absurdes. Et tant qu'on loue un groupe social, bien évidemment, on ne touche pas aux privilèges. Bon, évidemment, c'est la question qui fâche, évidemment, c'est celle des privilèges masculins, et tout est là-dessus. Donc ces stratégies vont permettre évidemment de se mettre à l'arrière du train dont je vous parlais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, Il y a d'abord l'aspect individuel. Alors, individuellement, on peut évidemment changer, évoluer, réfléchir. Et d'ailleurs, nous sommes bombardés, je vous le disais, d'informations qui nous amènent dans un sens, dans un autre, mais en tout cas à bouger. Le statu quo, il n'y en a pas beaucoup. Alors à bouger plus ou moins vite, plus ou moins bien. Et donc évidemment, ben, tout ça est brassé. On a des hommes aujourd'hui qui, plus qu'avant, s'intéressent à leurs enfants. On a toujours évidemment des hommes qui tuent leurs femmes. Oui, il y a toute cette complexité, mais qui bouge dans une certaine direction qui est plutôt vertueuse. Mais le problème, c'est beaucoup trop lent à nos yeux. L'aspect interpersonnel, eh bien là, ce sont des hommes qui essaient d'être des alliés, soit en tant que blancs, soit en tant qu'hommes, soit en tant qu'hétéros, etc., pour essayer, notamment dans le monde du travail, des organisations, de faire bouger les choses pour avoir plus de diversité, pour être plus ouvert, pour être plus inclusif, etc., etc. Et puis il y a le structurel. Et le structurel, c'est le fait de changer systémiquement les choses, changer les pratiques, mais les inscrire dans des processus avec la conscience qu'il ne suffit pas de vouloir, parce que c'est ça le truc, c'est qu'il ne suffit pas en tant qu'homme de dire je veux l'égalité pour y arriver, parce que d'abord on va être rattrapé par nos stéréotypes, nos angles morts et nos biais, et la seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre acte que nous avons des stéréotypes, des biais, des angles morts, etc., mais on ne va pas les supprimer. Ce qu'il faut, c'est apprendre à connaître là où ils sont. Et donc, apprendre à savoir ce que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais. Et donc là, à partir de là, on peut inscrire des choses dans des comportements, dans des processus pour faire bouger les choses. Et on peut le faire évidemment aussi en tant qu'homme. Alors là, si j'en arrive à la question individuelle et interpersonnelle, ben ça, c'est le chemin idéal. Alors c'est quoi? C'est d'abord la prise de conscience de ses privilèges. Euh, Ensuite, se former, apprendre,
on a une montagne de travaux, de textes, de films qui aujourd'hui peuvent nourrir notre réflexion et nous amener à découvrir des choses qu'on ignorait mais que les autres ont pensé pour nous. Faire un examen de conscience, ben oui, un examen de conscience, pas sur le plan religieux, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, mais en tout cas, remettre en question nos propres schémas, nos propres comportements pour essayer de les comprendre et de voir comment ça fonctionnait, pourquoi on a pensé les choses comme ça, pourquoi on a agi comme ça à certains moments de notre vie. Ensuite, bah, essayer de développer des empathies et des compréhensions actives, c'est-à-dire aussi en allant chercher du feedback, en allant chercher de la compréhension chez les autres qui n'ont pas les mêmes angles morts que nous, de tisser des relations bah, justement de groupe à groupe pour essayer de voir comment on peut changer les choses et mettre en place des actions, et surtout des actions qui vont être structurantes, des actions dans des procédures. Ça, c'est très important, y compris dans des petites entités associatives ou autres. Des procédures, c'est très important. Puisqu'on sait que nous, les hommes, on coupe la parole beaucoup aux femmes, on interrompt les femmes, eh bien, quelle procédure on met en place dans une réunion d'équipe, dans une petite association, pour que ça se passe moins? Ça commence là. Et puis à la fin, pour ceux qui veulent aller vraiment le plus loin, bah, le plaidoyer. Et le plaidoyer, évidemment, sans se mettre du côté des gentilshommes qui ont compris et qui, eux, évidemment, ont un comportement irréprochable, mais au contraire, en mettant en évidence le fait qu'on a soi-même eu des comportements problématiques, qu'on a soi-même eu des croyances problématiques et qu'on a toujours des stéréotypes et qu'on ne va pas s'en laver aussi facilement. Alors, les actions structurelles, je vais terminer par là parce que je sens que je risque de dépasser le temps qui m'est imparti. Alors ça, comment peut-on faire? Alors aujourd'hui, donc je vous disais qu'on me demande souvent d'aller faire des conférences pour des dirigeants, pour des COMEX, des comités de direction, etc., de groupes internationaux. Euh, alors, c'est la question évidemment qui se pose. Je pense que sur le plan politique, elle se pose, mais avec moins d'énergie parce qu'il y a moins de besoins, pour eux, à leurs yeux en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait? D'abord, c'est de mesurer, parce que ça peut se mesurer, les inégalités. Les inégalités hommes-femmes au travail, elles se mesurent très facilement. D'abord, il y a des chiffres, hein, les inégalités salariales, les inégalités dans les promotions, dans le recrutement, etc., etc. Et puis, ça peut se mesurer aussi de manière plus subjective dans des sondages qui sont faits auprès des femmes pour voir ce qu'elles subissent. Chaque fois qu'on fait ça, on a des résultats stupéfiants. C'est-à-dire que dans le monde du travail aujourd'hui, les femmes subissent des quantités effroyables et qu'en tant qu'homme, on ne voit pas intuitivement de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle au travail. Et le sexisme ordinaire, le sexisme quotidien, alors là, on n'en parle même pas, c'est dans des quantités astronomiques. Et donc, prendre acte de cela et le publier autour de soi, encore une fois, que ce soit dans une famille, une association, une grande entreprise ou un groupe international, c'est exactement la même chose. Prendre acte des inégalités, qui fait la vaisselle, qui fait pas la vaisselle, qui fait des courses, qui s'occupe des enfants, qui prend congé quand il y a un enfant malade, etc. Tout ça, ben, ça peut se mettre sur la table. Et en tant qu'homme, ben, à un certain moment, il faut accepter de le regarder en face. À partir de là, utiliser ses propres privilèges, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont toujours aux manettes. Dans le monde du travail, dans les institutions, c'est massivement les hommes. Il y a les femmes, évidemment, mais c'est massivement les hommes. Et puisqu'ils sont aux manettes, ben, peuvent-ils utiliser ces manettes de manière vertueuse, c'est-à-dire pour pousser à ce que des actions systémiques structurantes soient mises en place? Ça, c'est ce qui peut être fait du côté masculin au niveau systémique, au niveau structurel. Alors là, évidemment, on va avoir une minorité d'hommes qui va le vouloir spontanément, mais cette volonté, elle va arriver quand, là aussi, parce qu'ils fonctionnent aussi comme des systèmes complexes, quand il va y avoir toutes sortes d'informations et de pressions. Dans le monde du travail, par exemple, dans les grands groupes, très clairement, il y a des pressions de la part des investisseurs, il y a des pressions parce qu'ils se rendent compte que pour recruter, ben, il y a 60% des diplômés aujourd'hui qui sont des femmes à chaque année, et ça fait un bout de temps que ça dure. Ben, si on ne recrute pas massivement des femmes, où est-ce qu'on va recruter? Et en plus, souvent, elles sont très, 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 très compétentes, souvent majeures de promotion, etc. Et ils veulent les meilleurs, donc bah, il n'y a pas le choix. Ils voient bien que la société évolue, on voit tous que la société évolue dans cette direction-là, et que donc, évidemment, quand on est à la tête d'une grande institution, qu'elle soit politique, qu'elle soit un service public, ou qu'elle soit une entreprise, ben, on sait très bien que ça met du temps à changer la culture
d'une organisation. Et donc, plus tôt on le fait, mieux c'est, parce que plus tard on le fait, plus le coût va être important, avec des risques aussi très importants. Et donc, voilà comment ça peut fonctionner du côté masculin. Il y a aussi un paramètre qui fait partie, tout à l'heure je l'ai cité un peu vite, dans la liste des informations qui nous parviennent. Ben, il y a un type d'information particulier qui arrive chez certains hommes, c'est qu'ils ont un ou deux enfants et qu'ils se retrouvent avec une ou deux filles. Alors évidemment, ça change tout par rapport à un homme qui, dans une société plus ancienne, avait 6, 7, 8 enfants. Sur 8 enfants, en gros, en moyenne, il avait 4 garçons, 4 filles. Eh bien, en fait, on investissait sur les garçons. Si on remonte dans le temps un peu plus loin, sur un garçon en particulier, mais en tout cas sur tous les garçons, et puis les filles, elles seraient bonnes à marier. Euh, et puis, évidemment, aujourd'hui, on est passé d'une société où on a beaucoup moins d'enfants, un enfant, deux enfants, et donc, ben, évidemment, le ratio n'est plus le même. Et l'homme qui se retrouve, ben, j'entends très souvent ça, des hommes qui sont, que j'entends très, très motivés là où ils sont, dans leur organisation pour changer les choses très vite. Et bien, très souvent, quand je les questionne, ils me disent, j'ai deux filles, ou j'ai un enfant, c'est une fille. Et ce sont des hommes qui ne sont pas tout jeunes, qui ont déjà une fille qui a terminé les études, qui est entrée dans le monde du travail et qui a déjà commencé à se heurter soit au plafond de verre, soit à du sexisme ou à pire. Et tout à coup, ces hommes-là, ben évidemment, ça devient un problème personnel parce que ça devient du vécu dans leur intimité, dans leur sentiment, évidemment, pour cet enfant unique qui est la perle de leurs yeux. Et tout à coup, ben, il y a une pression qui est là, qui existe en eux. Alors, c'est pas qu'ils le veulent, encore une fois, c'est que bah, tout ça les pousse dans cette direction-là. Tout ça fait accélérer d'une certaine manière le train, en tout cas pousse ces hommes-là à se mettre plutôt à l'avant du train parce que tout à coup, de manière ressentie, ils comprennent comment le système fonctionne, comment il a toujours fonctionné, mais comment jusque-là, les hommes s'y intéressaient évidemment beaucoup moins. Voilà. Donc, bah, j'en reviens à cette image. Je pense que c'est le cœur de la question, elle est là. Il y a des hommes à l'avant du train, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup au milieu, il y en a un peu à l'arrière. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser aujourd'hui, parce qu'on le fait beaucoup, beaucoup trop, je trouve, sur les mouvements masculinistes qui, dans tout ce système, n'ont pas une capacité de transformation aussi importante qu'on le dit. Bien sûr qu'ils peuvent faire des dégâts, bien sûr, ça va jusqu'à des morts, des mortes, aucun doute. Mais même Trump, si vous voulez, n'a pas la main sur les paramètres les plus profonds dans le système et qui le font évoluer. Trump n'a pas la main sur la question démographique. Orban a essayé, hein, il voulait que les femmes hongroises fassent des enfants hongrois blancs chrétiens. Il a mis beaucoup d'argent là-dedans, ça n'a absolument rien donné. Ça a donné une toute petite bosse dans la courbe, mais si les femmes font moins d'enfants, c'est pas simplement en leur donnant 3 crèches qu'elles vont en faire plus. Donc ça veut dire que là, on vit une période qui nous semble une période compliquée avec des dirigeants, encore une fois, comme Trump et autres. Mais Trump ne va pas durer toute l'éternité, il va disparaître. Il y en aura peut-être un qui lui suivra, qui lui succédera et qui sera même pire que lui. Mais la pression derrière, la pression de ce train, de cette émergence qui a commencé, on l'a vu dans les graphiques tout à l'heure, depuis un siècle, ça ne va pas s'arrêter de cette manière-là. Et je pense que c'est aussi je pense que c'est important aussi parfois de se donner un peu confiance parce que je pense qu'une des stratégies aussi des masculinistes, c'est de casser les bras et les jambes aux féministes et de les décourager, de leur dire, vous voyez, ce que vous faites, ça ne sert à rien. De toute façon, on reviendra à une situation antérieure. Or, dans l'histoire, on ne revient jamais à une situation antérieure. On peut recréer des situations qui ressemblent à ce qu'on a déjà vécu, mais un fleuve ne passe pas deux fois dans le même lit. Voilà. Mais avant de vous donner la parole, si je voulais aussi vous donner mes contacts, si jamais vous voulez me contacter pour une chose ou l'autre, je serai à votre disposition avec grand plaisir. Je vais arrêter de partager, je ne sais plus comment on fait. C'est bon, Patrick, ouais, C'est déjà t'as fait. coupé. Merci beaucoup déjà pour les propos qui étaient très éclairants. Je vois une question dans la conversation, je vais te la poser, puis après je vais Oui. laisser les participantes et participants lever la main, puis j'ouvrirai le micro et la caméra de la personne qui voudra poser la question. Au tout début de la conférence, tu parlais du langage et de la binarité du langage. Il y avait une question sur les sociétés matriarcales pour savoir si ce langage très binaire, on le retrouve dans les sociétés matriarcales ou pas. Puis peut-être aussi que tu peux nous dire un mot Alors, sur les sociétés matriarcales. Je sais que tu as fait ces conversations avec Françoise Héritier. Voilà. moi je n'ai pas d'opinion sur la question, je ne suis pas anthropologue, mais tous les anthropologues que j'ai pu lire, François Héritier et d'autres, sont d'accord pour dire qu'il n'y a jamais eu de société matriarcale, que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il y a,
il y a des gens, des ethnologues qui ont cru découvrir des sociétés matriarcales, mais ils ont découvert des sociétés où les femmes avaient un certain pouvoir. Alors les sociétés peuvent être fonctionner de manière différente, de manière plus ou moins brutale vis-à-vis des femmes. Mais en revanche, dans les systèmes des structures sociales, et notamment les systèmes de la parenté, donc l'alliance, la filiation, les dénominations familiales, c'est-à-dire qui structurent vraiment la société de manière invisible, parce que c'est pas, ça n'apparaît pas directement. Par exemple, la dénomination, c'est comment vous nommez les membres de votre famille. Est-ce que les enfants de vos oncles et tantes de part et d'autre, vous les appelez de la même manière ou pas? Est-ce que vous les considérez sur un même échelon dans l'arbre généalogique ou pas? Voilà, tout ça forme, ben ça là-dessus, par exemple, il y a 6 systèmes. Euh, Nous, on est dans un système de type Esquimau cognatique. Euh, tous ces systèmes qui ont été observés, il n'y en a aucun qui correspond à une société matriarcale. Jamais. Donc, bon, voilà. J'imagine que ça répond à la question. Merci. Je laisse les personnes qui ont envie de poser une question lever la main. Moi, j'en profite. Je vois pas de lever la main pour poser la question, puis ça fera la transition aussi avec ceux qui feront la conférence la semaine prochaine sur Pauline Ferrari. Est-ce que tu as une explication sur finalement le poids que prend le masculinisme, notamment dans le discours médiatique? Je sais que tu les as beaucoup observés. Mais je trouve qu'on leur donne trop d'attention, trop de poids et trop d'égards. Pourquoi? D'abord, ils ont toujours été là. Quand on analyse la pensée masculiniste, c'est la pensée traditionnelle, archaïque, des modes de relation sur base de genre. Grosso modo, nos arrière-arrière-grands-pères, s'ils les entendaient aujourd'hui, ils diraient bah oui, je suis d'accord avec eux. Hein, c'est l'idée des tâches qui doivent être distribuées de manière sexuée, de la place dans la société, de la place dans la vie intime, etc. Je suis en train de lire le dernier prix Goncourt que je vous recommande, La Maison vide. Il raconte des histoires qui se passent au début du XXe siècle. Bah, grosso modo, c'est la mise en application du programme des masculinistes. Hein, c'est voilà, les femmes qui subissent le viol conjugal, qui n'ont absolument rien à dire sur rien. C'est l'idéal masculiniste. Donc il n'y a absolument rien de nouveau, et en fait il n'y aura jamais rien de nouveau. Parce que c'est une pensée qui revient comme ça, comme des bulles, à la faveur de quoi? De réseaux sociaux, de TikTok. C'est ça qui a fait qu'on en reparle aujourd'hui. En réalité, moi quand je m'y suis intéressé dans les années 2000, ça n'intéressait absolument personne. Tout le monde me disait, mais c'est qui? Pourquoi tu t'intéresses à ces tarés? Ils sont 15. Ben, il n'y avait pas encore, c'était juste avant Facebook. Donc il n'y avait pas encore les réseaux sociaux qui leur permettaient d'avoir un porte-voix. Mais ce qu'il faut regarder en même temps, c'est que ce porte-voix est arrivé, leur a donné une visibilité, mais c'est le même porte-voix qui est arrivé pour les jeunes féministes, qui ont énormément utilisé les réseaux sociaux, ce qui leur a donné vraiment une vague absolument incroyable. En France, on a vu ça hein, dans les années 2010, avec Oser le féminisme, etc., Oser le clitoris, enfin, c'était inimaginable 10 ans plus tôt. Et donc, penser qu'aujourd'hui, il y a cette vague masculiniste qui arrive, qui sont partout, etc. Non, pas du tout. Je pense qu'ils sont surestimés en nombre. Alors, évidemment qu'ils ont un impact, mais ils ont un impact sur la pensée des jeunes, comme a un impact sur la pensée des jeunes, tout ce qu'ils entendent partout et qui ne va pas nécessairement dans ce sens-là. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que il faut, c'est plus encourageant et je pense que en termes de stratégie, c'est plus utile de se dire, voilà une pensée qui est mourante, qui fait encore beaucoup de dégâts, parce que ces types-là peuvent faire des dégâts et pousser des jeunes à faire du dégât, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc c'est une pensée mourante qui fait des dégâts, mais elle est mourante. Et quand on dit ça à des jeunes, vous savez, cette pensée-là, c'est la pensée de votre arrière-grand-père, ça leur donne pas envie d'adhérer. Leur dire, il y a quelque chose, il y a une émergence qui arrive, c'est l'avenir, c'est demain, c'est ça, c'est de l'autre côté. Je pense que ça attire plus les jeunes que de se dire qu'ils vont adopter des comportements qui sont ceux, encore une fois, de leurs aïeux et qui n'a absolument aucun avenir et qui va faire d'eux des losers. Merci pour la réponse. Il y a quelqu'un qui mettait je ne sais pas si tu vois la conversation que les algorithmes aussi des réseaux sociaux amènent les personnes en fait à interagir avec d'autres qui pensent la même chose et puis peut-être aussi poussent certains contenus masculinistes Bien voilà, sûr, auprès de certains jeunes hommes ouais, qui peuvent être bien des cibles. sûr. Mais il faut se dire aussi que tout ça est beaucoup plus complexe qu'on nous le dit. Vous savez, moi, je rapproche toujours ça des enfants, des gamins, des ados on disait qu'ils se radicalisaient.
parce qu'ils voyaient des choses sur Internet, etc. Et alors on imaginait, les parents ont commencé à avoir peur en se disant, mais mon fils va dans sa chambre, il va sur l'ordinateur, il va tomber sur un site de Daesh, et Daesh va lui entrer dans la tête, il va devenir un terroriste. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il y a différents travaux qui montrent que alors il y a des exceptions, mais grosso modo, les gamins qui sont tombés là-dedans sont des gamins qui avaient des grosses fragilités, qui avaient des problèmes souvent familiaux, des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, des problèmes sociaux, et souvent une collection de problèmes qui faisaient que, mais c'est pas comme ça, on n'est pas hypnotisé par ce qu'on voit sur un écran. Et tous les jeunes qui vont tomber sur un masculiniste ne vont pas tout à coup être hypnotisés, devenir des masculinistes forcenés, parce que le lendemain, ils vont entendre le contraire. Encore une fois, tout ça est beaucoup plus complexe. Et voilà, mais voilà, je suis un peu étonné en fait de la place qu'on ne voulait pas donner à ces questions-là. Moi, quand ça m'intéressait au début des années 2000, et la place qu'on leur donne aujourd'hui qui est un peu omniprésente. Et voilà, je trouve que dans les deux cas, il y a soit pas assez, soit trop. Et Euh, puis, oui, juste une chose. La question du masculinisme, c'est très, très, très pratique pour la plupart des hommes. Parce qu'à partir du moment où vous avez un groupe, des gros méchants hommes vraiment identifiés, ah ben nous, on est super, hein. Moi, c'est sûr que si je me compare au masculinisme, je suis un type bien, c'est clair. Mais est-ce qu'il n'y a pas du masculinisme en moi? Moi, je pense que si. Je pense que la manière dont il faut se penser, en tant qu'homme et en tant que blanc d'ailleurs, c'est de considérer que nous sommes le problème. Je suis le problème en tant qu'homme. Donc, qu'est-ce qui, en moi, doit être travaillé pour être le moins possible un problème? Mais je suis un problème parce que dans la structure sociale, on m'a mis à un certain endroit qui est problématique. Quoi que je dise, j'ai beau essayer voilà, de me comporter bien, ma position, elle est problématique. Et en tant que blanc aussi, évidemment. À partir du moment où on refuse un logement à une personne parce qu'elle est noire, ben, ma position blanche, elle est problématique. Donc, de manière relative, évidemment. Donc, je pense qu'il faut accepter de se poser des questions comme ça et faire attention que les masculinistes ne deviennent pas une sorte de repoussoir qui nous permet de nous situer, nous, en tant qu'hommes, toujours du bon côté. Merci, c'est très clair. Il y a une question sur les six résistances que tu as illustrées. Voilà, certaines étaient très claires, d'autres un peu moins visiblement. Est-ce que tu peux revenir dessus? Oui, Tu as montré les six résistances, le ah oui, oui, déni, oui. je les ai pas Alors, toutes retenues, mais c'est le intéressant. déni, je pense que le déni, j'ai pas trop à y revenir là-dessus. La symétrie non plus, hein, alors ça c'est un truc que les masculinistes utilisent, mais pas que. Moi, je l'entends à maints égards chez des gens qu'on ne mettrait jamais dans le camp des masculinistes. Ça, c'est l'idée que oui, mais aujourd'hui les hommes souffrent, la souffrance des hommes. Pauvres hommes, aujourd'hui, la presse, souvent on va là-dessus, hein. Les hommes savent plus comment se comporter. Les hommes savent plus comment draguer, savent plus comment aborder les femmes. Mais c'est pas le problème, évidemment. C'est une manière de victimiser nous qui sommes quand même, encore une fois, le problème. Tant qu'on se victimise, tout à coup, on arrête de penser à la manière dont nous sommes un problème. Parce qu'on n'a pas envie de se penser soi-même en tant que problème. Pourtant, c'est un peu comme ça que ça marche. La justification, bon, je ne vais pas y revenir, il y a toutes les justifications biologiques évidemment, alors qui fonctionnent moins aujourd'hui sur la question du genre, quoique, hein, quoique. Sur la question de la couleur de peau, moins aussi, quoique, quand on regarde un peu plus dans la symbolique, dans les mots employés, tout ça, on renvoie quand même toujours les Africains à la sauvagerie, etc., à l'animalité, ça continue. Sur le plan de l'orientation sexuelle, c'est très clair. Hein, ça, on est toujours dans le biologique, c'est-à-dire qu'il y a l'hétérosexualité, l'hétéronormativité. Tout ce qui n'est pas ça, c'est hors nature. C'est comme ça que c'est dit, d'une certaine manière, même si c'est pas le mot qui est employé. Donc c'est l'argument biologique. Ensuite, j'ai parlé de quoi? Ah oui, la peur. La peur, ça oui, ça c'est omniprésent. Et la peur, d'ailleurs, elle est inscrite dans notre vocabulaire. Parce qu'on parle par exemple, de lesbophobie, d'homophobie. Mais la phobie, phobos, en grec, c'est la peur. Mais qui a peur des lesbiennes? C'est absurde. Il n'y a aucun homme qui a peur des lesbiennes. On n'a pas peur, c'est de la haine. Mais plutôt que de dire de la haine, on va mettre ça derrière un truc qui est plus acceptable socialement. On va dire on a peur. Ah, la peur, ça, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il a peur, évidemment. Donc voilà. Et puis aussi, cet argument qui est utilisé par beaucoup dans le monde du travail, parce qu'il y a la question des places, qui va prendre des places, qui va monter, qui va être promu, etc. Et donc, ils disent j'ai peur. Alors, du coup, les femmes
qui sont souvent socialisées avec plus de, on l'a vu, hein, d'attention à l'autre, de care, dès l'enfance. Les petites filles, on les apprend comme ça. Il faut être plus attentif aux autres, plus de la coopération, la bienveillance. Donc du coup, un homme dit j'ai peur, ah ben non, on va pas lui faire peur. Et donc c'est un peu comme un enfant à qui on fait quelque chose et qui dit arrête, arrête, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ben on arrête. Et donc ça ralentit le processus. C'est vraiment une chose qu'on observe énormément. C'est un des grands freins aujourd'hui. Et voilà. Et puis les bénéfices secondaires, oui, ça c'est. Vous écoutez France Inter, vous écoutez France Culture, vous avez des tas d'hommes qui vont et qui vendent des bouquins où ils vous racontent qu'ils sont des petits saints, qui sont des justes. Jablanca, il explique qu'il faut être des hommes justes et que lui est un homme juste. Juste, c'est le terme qui est employé quand même pour les gens qui ont risqué leur vie pour sauver les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est marrant parce que allié, juste toujours des vocabulaire qui vient de là. On est des alliés, hein, c'est le camp des bons, des gentils, et puis on est des justes. On sauve, mais non, on prend aucun risque. Hein, quand on est du côté de l'égalité en tant qu'homme, on ne prend absolument aucun risque. Au contraire. Une question, je précise juste que c'est une femme et tu vas le comprendre dans la question. Comment gérer dans notre quotidien les petits actes inconscients et courants de certains hommes, se faire couper la parole, ne pas être traité d'égal à égal, les petites discriminations, ou pas que petites d'ailleurs, les discriminations qu'on subit au travail quand on est une femme? Alors là, c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai pas de conseil à donner aux femmes. Il y a des femmes qui sont très 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 bonnes pour ça, pour mettre en place des stratégies pour y répondre. En revanche, j'ai envie de dire que du côté masculin, il faut essayer de trouver des alliés. Alors pour ça, il y a aussi des formations hein, qui sont faites de plus en plus dans les entreprises sur ces questions-là, l'inclusion, tout ça. Des alliés qui vont pas être des chevaliers blancs, hein, qui vont pas être des sauveurs, c'est pas Superman qui arrive, mais qui vont comprendre, des hommes qui sont sensibles à ces questions-là, qui peuvent comprendre et qui peuvent interagir à certains moments. Euh, mais moi, c'est une question à laquelle, en tant qu'homme, je ne me sens pas apte à répondre. Dans une organisation publique comme la région, quelles actions pourraient être les plus efficaces pour embarquer des hommes voilà, qui deviennent des alliés, même si j'ai cru comprendre que voilà, le mot te chiffonnait un petit peu, mais Alors, déjà, la question, c'est quelles sont les actions qui fonctionnent. Les actions qui fonctionnent pas du tout, il y en a qui fonctionnent bien. Les réseaux de femmes, par exemple, ça fonctionne pas dans le monde du travail. Ça, c'est un truc qui est vraiment documenté. Ça, voilà, ça attire des femmes, elles sont entre elles, mais voilà, il y a pas ça n'entraîne pas les transformations. Ce qui entraîne vraiment les transformations, le premier point, c'est d'ancrer les responsables de plus haut niveau dans le processus. Il faut que les dirigeants, les dirigeantes soient vraiment alignés sur ces questions-là et le fassent savoir. Ça, c'est essentiel. Donc, il faut les former eux, parce que souvent, ils estiment que s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être formés. Et en fait, souvent, ils n'y connaissent rien. Donc, il faut arriver à interagir avec eux pour pouvoir les former et leur donner les clés et pour pouvoir s'exprimer aussi très clairement. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est les formations pour les hommes. Il faut former les hommes. Moi, alors, j'arrive pas à répondre à la demande tellement il y en a, mais on me demande de former des hommes très souvent. Et alors, beaucoup d'entre eux ont envie pour différentes raisons, pour ce que je vous indiquais par rapport à des relations intimes avec leur fille, etc. Mais aussi parce qu'ils comprennent que aujourd'hui, il y a en mains endroits, c'est dit, pour évoluer en termes de management, en termes de manager, il faut comprendre ces questions-là et pouvoir être beaucoup plus dans la compréhension de ce que c'est que l'inclusion, la diversité, etc. Et donc, ils se forment parfois parce que eux-mêmes ont envie d'être des meilleurs managers pour pouvoir continuer à avancer. Ils ont l'impression que ce sont des outils qui vont les aider. Je pense qu'ils ont raison. Et du coup, chemin faisant, ben, ils mettent en place des choses. Et parfois, ils mettent en place des choses parce qu'ils ont aussi envie de s'asseoir. Il y a de plus en plus de grands groupes, par exemple, où vous avez des bonus qui sont donnés aux managers s'ils arrivent à rendre leurs équipes de management mixtes. C'est-à-dire avoir au moins 40%. Ils ont des bonus, on leur donne de l'argent pour ça. Vous voyez où on en est. Ça veut dire qu'il y a vraiment, vous voyez, c'est une pression dans ce système, une pression qui est là pour dire il faut que ça bouge, il faut que ça bouge, parce qu'en plus les concurrents le font. Si les concurrents le font, c'est qu'ils ont une bonne raison. Et voilà, et tout ça, ben, ce sont des cercles vertueux. Donc former les hommes, avoir un alignement avec le sommet de la pyramide de décision, et puis donner des outils aux femmes en termes d'empowerment. Et pas confondre, ne pas penser qu'il faut transformer les femmes pour qu'elles puissent s'adapter au système. Non, le problème, c'est le système, c'est pas les femmes. Par contre, on peut donner aux femmes, et ça sont les femmes qui le font, on peut donner aux femmes des outils pour mieux comprendre le système et pouvoir mieux jouer avec lui, mais avec la pleine conscience que c'est pas elle le problème.
Par contre, nous, avec la pleine conscience que nous faisons partie du problème. C'est pour ça que c'est souvent des choses qui sont différentes. Ce que tu dis et je relate ce que je lis dans la conversation, ça paraît presque un peu. Alors, on est quelque part content d'apprendre il y a des top managers qui s'intéressent à la question de la diversité, mais quand même, j'ai vu quelqu'un qui dit il y a une dizaine d'hommes aujourd'hui sur les 75 personnes qui participaient, Oui, et de manière générale, on voit quand même beaucoup de difficultés à ce que des hommes viennent. Moi-même qui travaille sur la question de l'égalité, je parle à 90-95% à des femmes. Voilà, oui. donc ça paraît un peu contre ce qu'on pense, ce que tu dis. Voilà. Je sais pas si tu Oui, peux, non, si tu as un avis non, mais là-dessus. c'est très vrai. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que, d'abord, il y a une différence entre les services publics et les entreprises privées, hein. Ça, c'est clair. On voit bien que ça n'évolue pas à la même vitesse du tout parce il y a des pressions qui existent sur les entreprises privées qui n'existent pas sur le service public. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je vous le disais tout à l'heure, vous avez à avoir un petit paquet d'hommes qui vont être motivés et il faut faire des choses avec eux, même s'ils ne sont pas très nombreux. Eux, ils peuvent d'abord en entraîner d'autres, donner des exemples aussi de management qui vont faire que ça va faire réfléchir, ça va transformer les choses. Et puis, ben, il y a des endroits où c'est pas compliqué, où les gens sont obligés. Parfois, je fais des conférences, il y a beaucoup d'hommes qui sont là, en fait, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Alors, on leur dit pas, vous êtes obligés, mais on leur dit, c'est mieux quand même que tout le monde y soit, hein, parce que c'est très important. Donc, par exemple, des questions sur la question du sexisme, harcèlement sexuel et les comportements masculins, et comment on doit comprendre ça, comment on doit changer les choses, changer les process, tout ça. Bah, souvent, les hommes ne sont pas très envie, ils ont autre chose à faire. Eh bien, il y a dans certains lieux, ils sont là parce qu'il y a une pression. Donc, ça fait partie des choses. Ça fait partie des attentes aujourd'hui dans beaucoup d'endroits vis-à-vis de ces hommes. Sans quoi, effectivement, parfois, on se retrouverait face à un parterre de femmes. Oui. Une question aussi sur la question de la charge éducative qui pèse encore beaucoup trop fortement sur les femmes, comme beaucoup de choses. Est-ce que tu as t'as des ressources, des idées sur la question de la paternité et de comment sensibiliser sur cette question de la charge éducative? Tu disais que ça pouvait être un moteur des fois pour changer la question de la parentalité quand pour les hommes qui ont des filles. Est-ce que tu as d'autres ressources là-dessus? Alors là, je pense que c'est vraiment une question qui est très systémique. Parce qu'à la vie, individuellement, il y a plein d'hommes qui auraient, sur le papier, ils auraient envie de passer plus de temps avec leurs enfants, sur le papier. Ensuite, quand il va y avoir un choix à faire entre un moment qui peut être intéressant au travail et le fait d'être avec ses enfants, il y a encore beaucoup d'endroits où c'est très mal vu, hein, qu'un homme s'absente pour s'occuper de ses enfants ou prenne des congés après la naissance d'un enfant. Donc individuellement, c'est très 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 compliqué. Et donc moi, je crois beaucoup à l'aspect systémique, c'est-à-dire bah, d'abord à des modifications législatives qui forceraient les hommes à s'absenter du travail quand un enfant arrive, par exemple. Dans le nord de l'Europe, ça se pratique beaucoup plus comme ça et bah, ça change le rapport entre les hommes et les femmes et aussi entre les pères et leurs enfants. Sans quoi, il y a une évolution, mais elle est extrêmement lente. Elle est beaucoup trop lente. Et donc, rien n'empêche une entreprise de mettre en place des choses pour ça. Rien n'empêche une institution, un service public, une région de mettre en place des procédures pour pousser les hommes à... alors, par exemple, c'est euh, s'arranger pour ne pas organiser des réunions après une certaine heure. S'arranger pour ne pas organiser des réunions très importantes le mercredi, où on sait que bah, souvent ce sont les femmes qui s'absentent le mercredi. Déjà ça. Et puis, encore une fois, des mesures pour pousser les hommes à prendre du temps pour s'occuper de leurs enfants, essayer d'éviter les réunionites, le présentéisme, etc. etc. Ça, il faut travailler dans différentes directions, mais de manière systémique. Et là, c'est au niveau de l'organisation que ça se joue. Sur le plan individuel, c'est très, très, très compliqué. Est-ce que je rebondis simplement là-dessus, est-ce que si on donne plus de temps aux hommes, est-ce qu'ils vont pas peut-être en profiter juste pour avoir plus de loisirs, plus de temps pour eux, et peut-être pas forcément plus de temps, voilà, ça peut être compliqué pour une organisation de contrôler enfin, on va pas contrôler Bien la sûr. gestion Non, du mais bien temps des sûr. hommes, quoi. Ah non, mais ça marche pas comme ça, bien sûr. Encore une fois, on est dans un système complexe, hein, il n'y a pas une cause, une conséquence. Admettons que Mhm. là, aujourd'hui, on décide en France que le congé, il y a le congé de maternité, et puis que les hommes auraient le congé de la même durée, obligatoire. Alors là, du coup, ça poserait déjà une égalité par rapport au monde du travail, parce qu'on ne dirait plus, ah oui, mais cette femme-là, elle a 30 ans, elle va probablement être enceinte. Bah, on dirait la même chose d'un homme qui a 30 ans et qui est hétérosexuel. Donc ça, admettons.
cette situation-là, qu'est-ce qui se passerait? Ben, parmi les hommes qui auraient donc un temps de congé assez long, ben, il y en a qui iraient à la pêche. Il y en a qui joyeusement s'occuperaient de leurs enfants en disant enfin je peux le faire, ce serait formidable, à l'autre bout. Et puis on aurait tous les cas de figure entre eux, avec aussi les hommes qui ne pourraient plus dire à leur femme bah, tu comprends chérie, je peux pas, parce que là ils seraient en congé, donc leur femme leur dirait bah, attends, mais tu vas prendre ta part des choses. Et bah, du coup, bon an, mal an, ça se jouera un peu. Ils découvriraient aussi des choses qui n'ont pas l'occasion, qui ne se donnent pas l'occasion de découvrir du temps avec un bébé, s'occuper d'un bébé, donner le bain, etc. Il y a des papas qui ont peu changer de couche et peu donner de bain. Il y aurait de tout. Mais ce tout, à l'intérieur du système, le pousserait évidemment dans la bonne direction, malgré ceux qui iront à la pêche. Alors, c'est ça le problème en politique, c'est que souvent l'argument c'est oui, mais il y en a qui vont aller à la pêche, ils vont profiter, donc on ne le fait pas. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est nourrir le système dans la bonne direction. Et s'il y en a qui vont à la pêche, eh ben, ils iront à la pêche, on ne peut rien faire pour eux. Voilà. Mais ça, c'est politiquement, c'est pas souvent, c'est pas la manière de voir les choses. Moi, j'ai encore une question. Tu parlais de cette minorité d'hommes qui a envie d'avancer fortement sur l'égalité. Peut-être un mot sur les rôles modèles aussi. Je pense mais peut-être que tu partages pas sur les masculinismes. Il y a aussi, en fait, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ils donnent un peu des réponses aux jeunes, notamment, qui ne sont pas forcément les bonnes réponses, mais en tout cas, ils offrent une perspective. Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à faire émerger des rôles modèles masculin, voilà, on va dire différent de la masculinité classique virile, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas à gagner là-dessus? Mais en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas parce qu'on évolue en même temps qu'eux. Si vous regardez l'évolution du rôle des hommes dans les fictions, dans les séries, hein, juste dans les séries, c'est incroyable. Il y avait énormément de rôles modèles, des hommes qui s'occupent de leurs enfants, des papas modèles, comme on en voit très peu dans le monde réel, des hommes qui, tout à coup, vous tiennent un discours pro-féministe, radical. Vous en avez mais plein dans la fiction. Comparez la fiction d'il y a 30 ans ou 40 ans à la fiction d'aujourd'hui, mais même la fiction hyper populaire, Netflix, etc. Vous en avez énormément d'exemples. Et ça veut dire que les gamins qui vont voir les masculinistes, bah, ils vont aussi voir ça. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui vont être les plus friables, ce sont ceux qui ont un malaise et malaise auquel les masculinistes vont donner du sens. Et c'est là que c'est très dangereux à la fois pour eux et pour les femmes de leur entourage. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est pas une vague qui va déferler et qui va rentrer dans la tête de tous les garçons, parce que il y a aussi tout le reste à côté. Et je vous invite quand vous regarderez prochainement, dans les prochains jours, des films actuels, des séries, surtout les séries, parce que ça c'est très populaire, regardez, regardez les rôles, qui sont les personnages positifs masculins et comment ils se comportent. J'ai un fils qui regarde actuellement une série qui s'appelle The Office. J'avais jamais vu la version américaine. Bon, dans cette série, si vous la connaissez, ils sont tous plus fous ou plus dingues les uns et les unes que les autres. Il y en a juste deux qui tiennent plus ou moins la route. C'est un couple d'ailleurs. Bah, le type, il veut rentrer, et c'était fait il y a 15 ans, il veut rentrer du boulot plus tôt parce qu'il veut s'occuper de ses enfants. Quand les autres font des dingueries, lui, il veut pas parce qu'il dit non, moi, je dois dormir parce que cette nuit, je vais me lever pour donner le biberon, etc. Donc, il y en a beaucoup, en fait. Tout ça évolue très, très fort, bien sûr. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. Je propose qu'on puisse s'arrêter là. Simplement redire que la conférence a été enregistrée, donc vous pouvez la voir ou la faire voir. Voilà, qu'on a cette conférence la semaine prochaine de Pauline Ferrari sur la question des masculinismes et l'atelier le 17 novembre après-midi. Et puis après, vous retrouvez toutes les conférences du MIP dont a parlé Céline, notamment sur le site du réseau des PIP. Ouais, je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Patrick Jean, pour l'intervention. C'était éclairant. Et puis, je vous dis à toutes, à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir.